On en parle dans ce nouveau numéro de Le vrai débat de la jeunesse, une émission que vous connaissez très bien, qui met l'accent et met en exergue la situation ou la cause de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme d'habitude. Nous avons une invitée de marque, celle qui parle ou bien qui se donne les opportunités ou bien qui se donne le moyen de parler pour la jeunesse de notre pays. Il s'agit bien sûr de Madame Anna Jackie Kitoga, que nous saluons, que nous disons bonjour Madame. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, Madame, vous êtes cadre au ministère de la Jeunesse, si on va les dire comme ça, mais aussi actrice dans cette question axée sur la jeunesse. Déjà, dites-nous comment ça se passe dans notre pays. Merci beaucoup pour cette opportunité déjà. Avoir cet espace pour parler de la résolution 2250, c'est un grand honneur pour nous, beaucoup plus pour le ministère de la Jeunesse et pour la coordination ou le secrétariat technique national que je coordonne. Alors, la résolution, il faudrait que je commence par les bases. Justement, parce que beaucoup peut-être Voilà. ne sauront pas c'est quoi la résolution 2250 de Voilà, Nations Unies. justement. La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est cette résolution qui porte sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Justement. Cette résolution, c'est la première résolution qui met les jeunes en avant comme acteurs pour la promotion, le maintien et la consolidation de la paix. Il reconnaît ses rôles. Et cette résolution a été adoptée le 9 décembre 2015 au Conseil de sécurité à l'unanimité après qu'il y ait eu plusieurs plaidoyers de jeunes en rapport avec la prise en compte de la jeunesse, parce que je dois signaler que ceci découle du modèle Femmes, Paix et Sécurité qui avait été adopté cette fois-là en 2000. Et donc, les jeunes se sont retrouvés être restés en arrière pour compte. Et donc, le plaidoyer ont commencé avec cette première agenda qui portait la spécificité de la femme. Il faudrait porter aussi la spécificité de jeunes. Et c'est comme ça que plusieurs plaidoyers ont été menés jusqu'à ce qu'en 2015, en décembre, cette résolution va être adoptée au Conseil de sécurité. Et donc, lorsque la résolution est adoptée, la résolution d'abord elle-même porte sur 5 piliers, ou s'assoit sur 5 piliers. Justement. Qui sont notamment les piliers participation. Ici, ça ne voudrait pas juste dire que les jeunes participent. Non, ça prend en compte l'associativité, la représentation et la prise en compte des jeunes, des desiderata des jeunes, des propositions des jeunes autour de la table. Après, il y a ce deuxième pilier qui va parler de la protection. Okay. Ici, on est en train de voir la protection des jeunes, le respect des droits humains et beaucoup plus la protection des jeunes qui sont dans la protection des droits humains, mais qui travaillent également sur la paix, qui peuvent connaître des représailles, et des jeunes aussi en milieu de conflits qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent connaître des injustices en rapport avec la situation qu'ils vivent. Il y a le troisième pilier qui porte sur la prévention. Le troisième pilier de la prévention va mettre en exergue tout ce qui est culture de la paix, formation, éducation pour la paix, les espaces civiques, la sensibilisation autour de la paix. Il y a le quatrième pilier qui parle du partenariat. Oui. Ici, c'est maintenant question que les États mettent au profit des jeunes des budgets conséquents pour mettre en œuvre la question. Nous allons décortiquer step by step. Voilà. Oui. Et enfin, nous avons le cinquième pilier qui est les désengagements, la démobilisation et la réintégration sociale des jeunes démobilisés. On va revenir sur ça, madame, pour un peu définir un peu toutes ces résolutions, ou bien ces sous-résolutions dans la résolution 2250. Mais avant tout, sur le plan théorique, nous voyons que les jeunes doivent être pris en compte et tout ça, mais spécifiquement dans la région du Grand Lac, surtout en RDC, est-ce que les jeunes sont bénéficiaires de cette résolution-là? Alors, je voudrais revenir d'abord sur quid de la résolution 2250 dans notre pays. Justement. Au fait, lorsqu'elle est adoptée au Conseil des ministres en 2015, en 2020, entre 2015 et 2020, il y a des plaidoyers de jeunes qui se font entendre par-ci, par-là, de manière à ce que l'on respecte les prescrits de la résolution. Les prescrits de la résolution demandent aux États de mettre en place des mécanismes de coordination au sein de chaque pays et chaque État membre, mais également de politiques d'accompagnement de la mise en œuvre de la résolution. Parce que la résolution, il faut dire, c'était une résolution qui voit les problèmes au niveau international. Mais chaque pays a ses réalités. Donc, il faudrait contextualiser avec chaque pays.
Et c'est comme ça que nous avons le secrétariat technique national de mise en œuvre de la résolution 2250 qui va être créé sur arrêté du ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté et Cohésion sociale à l'époque, en 2020. Justement. Et il va y avoir des travaux qui vont être mis en œuvre entre 2020 et 2021 pour aboutir à un plan d'action en 2022 qui va être adopté également en Conseil de ministres, lequel plan d'action traduit maintenant la résolution 2250 par rapport à la vision RDC. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est pris en compte. Est-ce que les jeunes sont bénéficiaires de cette résolution? Je ne peux pas nier le fait que c'est d'ailleurs une déclaration légitime par rapport à ce que les jeunes réclament, la prise en compte des jeunes, mais nous pensons que s'il y a avancé dans le cas de la prise en compte des jeunes, leur participation ainsi que leur prise en compte à certains niveaux, c'est déjà parti de ces plaidoyers en rapport à la 2250. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire parce que la prise en compte devrait être totale et effective. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Qu'est-ce qui bloque? Bon, parler des blocages... Parce que les nations se sentent unies pour donner peut-être une cause, répondre aux desiderata de la jeunesse théoriquement, mais sur le plan pratique, ça bloque. Alors, selon vous, en tant qu'experte, qu'est-ce qui bloquerait cette avancée? La prise en compte, elle est progressive. Ok. Il faudrait se mettre ça déjà en tête et se dire, c'est vraiment question de progression. Aujourd'hui, on est en train de parler des 11% de participation des jeunes. Il est vrai qu'on ne sait pas quantifier. Les 11% sont au poste nominatif, sont au poste électif ou à quel niveau, mais on en parle quand même. On voit aujourd'hui que la jeunesse commence à être impliquée. Alors le blocage, je pense que c'est la prise en compte effective de l'agenda, la volonté d'accompagnement effectif de cet agenda. Parce que je parlais tantôt du pilier partenariat. On doit parler des budgets. On doit parler également de l'accompagnement pour la mise en œuvre. Aujourd'hui, les partenaires, ils accompagnent. L'État accompagne au travers le mécanisme qui est mis en place. Mais il faudrait un accompagnement qui est, je peux dire, holistique ou effectif. Okay. Et donc, il faudrait qu'il y ait un budget dédié déjà par rapport à la mise en œuvre de l'agenda. Il faudrait également que les espaces qui sont dédiés aux discussions qui avancent la question de la jeunesse reconnaissent qu'il y ait des places des jeunes et que ces places soient respectées et réservées justement aux jeunes. Et c'est ça qui nous permettra d'avancer. C'est ça qui nous permettra d'avancer, a dit Madame Anna Jacqui. Alors, je rappelle que c'est le vrai débat de la jeunesse, une mission qui donne vraiment l'importance à la cause de la jeunesse de notre pays, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Alors, Madame, il n'y a pas que la résolution 2250 qui parle de la jeunesse, mais il y a aussi la résolution 2419, elle aussi qui donne davantage crédit à la participation aux négociations pour la paix de la jeunesse. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Congo, parce qu'il y a pas mal de processus, on a Doha, on a Luanda, on a États-Unis et autres, Nairobi pour ne pas citer tous les processus, mais est-ce que vous réalisez qu'il y a la représentation de la jeunesse au niveau de ces processus-là qui est un peu négligée? Alors en tant qu'experte, qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que les jeunes sont moins intelligents ou bien moins pertinents par rapport à la prise en compte dans ces processus-là? Vous savez, c'est légitime de chercher la participation des jeunes à tous les niveaux. Ce qui est très important. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que les jeunes commencent déjà à s'habituer avec le processus, mais également le rouage autour de tout ce qui est pris en compte dans les mécanismes et processus de paix. Mais je vais revenir sur la résolution 2419, qui est une résolution complémentaire à la 2250. C'est que aujourd'hui, avec la réalité que nous traversons en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place, mais il faut savoir qu'il y a des mécanismes qui s'arrêtent aux États. Ok. C'est-à-dire c'est que ce sont des États qui se mettent autour de la table pour discuter de la question. Alors, étant donné aujourd'hui que les accords de Washington sont faits, les accords de Doha sont soit faits, soit en cours de finition, et les autres accords.
Aujourd'hui, c'est pourquoi nous travaillons, c'est que les jeunes nous puissions être pris en compte dans les processus avec l'Union africaine, mais également trouver des opportunités autour des mécanismes de Washington, Doha, de manière à faire participer les jeunes. Parce que les mécanismes, les accords, il faudrait aussi les lire pour les comprendre et comprendre quelles sont les opportunités qui sont réservées aux jeunes. L'important avec la résolution 2250 et les autres résolutions en annexe de la 2250, c'est qu'il faudrait que les désidérata, les spécificités des jeunes soient prises en compte. Alors, si l'on se retrouve qu'il n'y a pas de spécificités en rapport avec les jeunesses qui sont prises en compte, il faudrait maintenant, à notre niveau en tant que jeunes, travailler pour que nous puissions nous accrocher à ce qui est fait et inscrire à l'ordre du jour ce qui est spécifique à la jeunesse, ce qui devrait normalement retourner à la jeunesse en rapport avec tel ou tel autre accord. Alors, madame, il y a aussi il y a pas mal de résolutions parce que quand je préparais cette émission, je fouillais en tout cas des belles choses. Hein. Il y a aussi la résolution 2535, elle d'ailleurs, qui met l'accent sur le leadership de la jeunesse, qui veut aussi accompagner cette jeunesse tu vois, une jeunesse qui prend les initiatives hein, pour la paix, pour le développement et tout ça. Mais il y a une question plus spécifique. La plupart de la jeunesse, parce qu'en RDC, nous avons plus de 70% de jeunes qui représentent la population du pays. Alors, ces jeunes-là ne sont pas accompagnés sur le plan leadership, sur le plan développement entrepreneurial et tout ça. Alors que dans les assises internationales, il y a des résolutions qui sont prises en compte, mais sur le plan pratique, on ne voit pas cette jeunesse-là monter, aller vite en besogne. Il y a toujours le fait d'être stagné quelque part, d'être au rabais. Qu'est-ce qui est la cause, madame? Parce que vous êtes entre la jeunesse et je rappelle que vous voyagez trop, vous êtes vraiment dans ces assises-là. Je vais dire, la première des choses, c'est que en tant que jeunes déjà, nous ne sommes pas nous-mêmes à mesure de documenter les indicateurs en rapport avec notre montée. La documentation sur ce que nous faisons. C'est la première des choses. Aujourd'hui, je ne vais pas partir sur le fait de dire que les jeunes ne sont pas suffisamment pris en compte, mais je partirai sur le fait de qu'est-ce que nous faisons pour être pris en compte. Ah, ok. Parce qu'il y a la question de production qui nous met également en avant. Je parlais tantôt de la documentation de ce que nous faisons, la documentation des indicateurs jeunesse qui nous permet justement de travailler, qui nous permet d'être pris en compte, mais également la production de notes, par exemple, stratégiques en rapport avec la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui assument des postes de leadership, mais après, il faudrait dire que le leadership, ce n'est pas un poste uniquement, c'est aussi une carrière, c'est aussi la manière de mener au fait les actions. Au-delà de postes, au-delà des titres que l'on peut avoir, c'est aussi cette manie de faire les choses. Alors, les jeunes leaders, il y en a. En RDC, il y en a nombreux, il y en a une multitude, mais peut-être que les actions sont éparses. Ce qui veut dire que ça ne nous permet pas de documenter suffisamment sur les actions parce qu'il y a cette multiplicité d'acteurs. Il y a également ces actions qui sont prises de manière éparse. Il y a également cet accompagnement qui ne favorise pas la coalition plutôt. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler avec les secrétariats justement pour que nous ayons des actions qui nous mettent tous ensemble. Et je dirais aujourd'hui que, en rapport avec le leadership, les jeunes commencent à prendre des places. Aujourd'hui, la résolution 2250 est en train de donner un poids au plaidoyer des jeunes, de manière à ce que cela ne s'arrête pas uniquement à une participation de show, à des consultations, mais cette fois-là, à la prise en compte des décisions des jeunes. Cette fois-là, à la prise en compte des désidératas des jeunes. Et si ce n'est pas pris en compte autour d'une table de décision, ça doit être pris en compte autour d'une table de négociation. Et ça ne doit pas s'arrêter uniquement dans les consultations des catégories jeunes, mais plutôt dans la mise en œuvre effective. Merci, madame.
Nous allons continuer dans cette émission. Alors, madame, ça, c'était au niveau international. Alors, comme vous êtes également cadre au ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, vous avez parlé ici de consultation de jeunes. On ne doit pas seulement rester ou bien stagner sur consulter le jeune. On doit aussi aller en profondeur. Alors, au niveau du ministère, on a connu pas mal des activités ou des initiatives. Il y a consultation, je me rappelle, c'était avec la ministre Aïga Nagato, Noëlla, qui a commencé cette initiative, mais reconduite avec l'actuel ministre de la Jeunesse, qui est Grace Amy Coutinho. Alors, quid des consultations aujourd'hui? Puisqu'on parle des consultations, on ne veut plus de consultations simples, on veut aller jusqu'au bout. C'est légitime et c'est justifié cette question. Oui. Mais après, je voudrais quand même apporter un correctif par rapport au lancement des consultations. La première consultation à laquelle moi je participais, oui, c'était à l'initiative du Conseil national de la jeunesse et non à l'initiative de l'excellence Noëlla à l'époque, parce que c'était déjà sous l'excellence Yves que cette première consultation a eu lieu. L'excellence Noëlla, quand elle est arrivée, elle a fait plutôt la consultation des centres des jeunes. C'était justement pour essayer de voir quels sont les centres qui sont viables et comment est-ce qu'on pouvait réparer ce qui était moins accommodé par rapport à la question des jeunes. Et enfin, nous allons avoir les consultations qui sont menées par le ministère de la Jeunesse directement avec l'excellence Grace Coutinho, que je salue d'ailleurs. C'est que les consultations à ce niveau, avec toute, on ne peut pas lui abroger ce droit de consulter, étant donné qu'elle venait de prendre la conduite du ministère. C'était dans l'essence de faire un état des lieux, mais aujourd'hui, au travers les consultations, on a beaucoup d'autres projets qui voient le jour. Notamment, il y a le projet des villages des opportunités aujourd'hui qui connaît sa 2e édition à Lubumbashi, qui a été lancé d'ailleurs il y a 2 jours. Et la première édition a eu lieu ici à Kinshasa. Oui. Bon, nous étions là aussi. Hein. Voilà. Et il y a l'initiative avec Carte Avantage Jeunes aujourd'hui, qui est en pourparlers, c'est vrai, avec beaucoup d'autres ministres parce que ça implique beaucoup de ressources et aussi beaucoup de technicité en rapport avec toutes les compétences que nous avons autour du gouvernement. Il y a d'autres initiatives qui peuvent être portés ou qui portent sur le niveau panafricain, par exemple la connectivité des jeunes de la RDC avec le niveau extérieur. Aujourd'hui, il y a la promotion, c'est vrai que la zone de libre-échange, tout ce qui est promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, donc la connectivité entrepreneuriale entre les zones, dans la zone ZELCAF. Il y a également cette initiative qui est mise en avant. Et donc, je pense que ça a été, la consultation avait tout son sens d'avoir lieu, parce que justement, ça a permis à son Excellence, Madame la Ministre, de voir comment est-ce qu'on oriente quel projet. Et au-delà de ça, il y a eu également des tables rondes qui ont été organisées entre les jeunes, les partenaires et le gouvernement. C'était justement en rapport avec ça. Et je dois dire aussi que beaucoup d'autres initiatives entrepreneuriales sont en latence ou en formation par rapport à l'avancement des jeunes. C'est très important de parler des consultations, mais après, il faudrait le voir aussi comme une opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est que lorsque l'on est consulté, par exemple, pour les cas d'exemple du ministère de la Jeunesse, c'était justement pour élever les vrais problèmes et orienter le programme. Et aujourd'hui, on est en train de voir tant soit peu les résultats en rapport avec ces consultations. C'est vrai, c'est un processus. Vous connaissez peut-être mieux les défis du ministère de la Jeunesse, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de finances, de fonds en rapport avec un budget. Le budget, il est moins, il n'est pas assez conséquent au desiderata des jeunes. Donc, il faudrait faire les liens entre le ministère de la Jeunesse et tous les autres ministères, étant donné que la jeunesse elle est transversale, mais aussi essayer de capitaliser les dividendes démographiques jeunesse
qui aujourd'hui dépasse les 50% de notre population. Madame, moi je profite pour saluer les efforts fournis par les autorités de ce ministère, parce que c'est le ministère direct de la jeunesse, je vais dire, de notre pays. Mais quand je préparais cette émission, nous essayons toujours de poster, de communiquer un peu avec l'audience. Il y a le jeune de, je crois, 3 à 4 provinces, notamment les provinces touchées, qui m'ont écrit, m'ont dit oui, c'est bien d'interroger aussi ces cadres de ce ministère, de nous dire un peu, est-ce que le ministère est là pour présenter les opportunités ou bien pour donner les opportunités aux jeunes? Parce qu'en regardant ce qu'a été le village des opportunités, ici à Kinshasa, bon, je ne vais pas dire que ça a été la réussite au total, mais il y en a ceux-là qui ont peut-être dit ce qu'ils pouvaient dire. Alors, par rapport à cette question-là, venue directement auprès de la jeunesse, vous pourriez dire quoi, glisser quoi comme mot? Je comprends au fait la frustration de ces jeunes, mais en même temps, je dis ceci, c'est que le ministère peut également jouer les liens entre les possesseurs des opportunités avec les jeunes. Il peut jouer ces liens-là. Parce qu'au-delà de donner des opportunités, le ministère est aussi là pour essayer de voir où se retrouvent ces opportunités pour faire les liens directs avec la jeunesse. Et les villages des opportunités, je pense, à mon humble avis, que c'était une place ou un lieu, un espace où les jeunes devraient aller avec l'idée non seulement de recevoir, mais de rechercher. C'est ça, au fait, moi, mon avis par rapport au village des opportunités. Oui. Vous y avez été, vous dites que ça n'a pas été une réussite totale, mais il y a toujours un début. C'est une première fois que l'on a un village des opportunités. C'était d'ailleurs une première fois que l'on a un village des opportunités. Justement. Avec le ministère de la Jeunesse, en dehors de ce qui s'est fait avec ça reste encourageant comme initiative. Oui. En dehors de ce qui s'est fait avec l'ONEM, par exemple, le village de l'emploi. Mais ici, l'opportunité, c'était que le village, il ne présente pas uniquement l'emploi, il présente également les opportunités de formation, les opportunités d'entreprendre, les opportunités d'être placé dans l'emploi. Parce qu'au-delà de décrocher un emploi, de décrocher un financement, par exemple avec le programme Pitch ton projet au travers les villages des opportunités, c'est des jeunes entrepreneurs qui, après avoir pitché leur projet, ils ont un financement, mais il y a également ces placements à l'emploi qui peut commencer, qui peut débuter par un stage et finir par un contrat. Alors, aujourd'hui, il faudrait que l'on se donne beaucoup plus, que l'on soit beaucoup plus patient déjà avec nous-mêmes et encourager les initiatives, donner beaucoup plus de solutions. Je vais ici revenir sur quelque chose que l'excellence Noïla avait l'habitude de dire à son époque, lorsqu'elle était au ministère de la Jeunesse. Elle disait, les jeunes viennent souvent avec des problèmes sans eux-mêmes identifier les solutions. Par exemple, on critique aujourd'hui, ou on peut critiquer aujourd'hui les villages des opportunités. Mais quelle est la solution que l'on donne pour que les villages des opportunités réussissent? C'est ça. Ça, c'est une question que je pose à notre auditeur. Alors, je me permets de poser cette question. En tout cas, heureusement que les questions sont les miennes et puis les réponses sont les vôtres. Alors, merci beaucoup. Nous allons procéder dans cette émission. C'est une très belle émission, vous tous ceux qui nous suivez. Alors, comme Madame Anna Jackie est là, c'est comme si nous sommes en train de causer avec le ministère de la Jeunesse, en espérant que demain ou après-demain, nous aurons aussi l'opportunité de recevoir la ministre de la Jeunesse sur ce plateau qui est dédié vraisemblablement à la jeunesse de notre pays. Alors, Madame, le ministère de la Jeunesse ne se limite pas qu'être le ministère de la Jeunesse, c'est aussi le ministère de l'éveil patriotique. Aujourd'hui, face au débat, le débat qui octroie vraiment la légitimité à tout le monde de se prononcer autour de cela, c'est le débat du changement ou non de la Constitution. En tant que ministère de la Jeunesse, est-ce qu'il y a-t-il une politique ou une manière de faire pour orienter un peu le jeune, de pouvoir savoir quoi dire, quand dire et comment les dire?
Je vais m'abstenir de répondre en tant que ministère de la Jeunesse. Je vais répondre comme coordonnatrice des secrétariats techniques nationaux de la 2250. Vous savez que là où se parle décision, là où se parle opportunité de plaidoyer, là où se parle opportunité de changement, de réforme, c'est des questions qui touchent justement à l'agenda jeunesse, pays et sécurité. Pourquoi? Parce que ça facilite la participation des jeunes d'une certaine manière. Les jeunes, lorsqu'ils participent dans la réforme, ils y participent ou ils doivent y participer avec une idée dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité pour les jeunes? Quelles sont les spécificités que nous voudrons voir dans telle ou telle autre réforme par rapport à la jeunesse? Qu'est-ce que nous attendons de cette réforme? C'est ça, au fait, les questions qui doivent porter, que doivent porter les jeunes dans le cadre des changements, de la question du changement, de la révision de la Constitution. En tout cas, je l'ai dit, sans pouvoir me mettre derrière un parti ou un camp politique. Mais ce que je pense, c'est que nous avons, en tant que jeunes, nous devons penser à s'il y a changement, il faudrait que l'on pense à la jeunesse, la femme, les communautés les plus touchées. Qu'est-ce que ça les rapporte? Et nous, en tant que jeunes, nous devons identifier quelles sont les lois qui favorisent les jeunes. Quelles sont les réformes budgétaires qui favorisent ou qui prennent en compte les initiatives des jeunes de manière directe, parce que la résolution 2250 voudrait qu'il y ait un budget conséquent dédié à la jeunesse, mais aussi qu'il soit flexible par rapport aux activités des jeunes. Il faudrait qu'il y ait de loi, il y ait une contextualisation en rapport avec la participation. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener le plaidoyer des quotas des jeunes autour de 30%. S'ils l'ont retrouvé, par exemple, ces changements, ces réformes dans le cadre de la Constitution, ça nous avancerait. Au moins, on aura un indicateur sur lequel on pourrait se baser pour qualifier la participation de jeunes, tout comme aujourd'hui, on est en train de faire... lorsque les femmes elles font le suivi sur la participation effective de la femme, on part du pourcentage qui est inscrit dans la Constitution. Et donc, je pense, en tant que coordonnatrice, c'est ça que moi, j'instillerai comme question autour de la table pour que nous puissions participer effectivement et apporter des vraies solutions qui font parler des jeunes dans notre Constitution. Madame, j'aimerais qu'on puisse d'abord rester là parce que c'est une question très importante qui touche la plupart, toute la population congolaise. Alors, madame, moi je voudrais revenir en tant que ministère parce que je sais aujourd'hui le ministère de l'ESU avec la ministre Marie-Thérèse Sombo qui a commencé aussi avec les initiatives comme les colloques au sein des universités. Alors, dans les universités, ils ont ciblé les jeunes qui sont étudiants aussi. Alors, vous, en tant que le ministère qu'on voit, le miroir même de la jeunesse congolaise, est-ce que s'il y a de l'autre côté les colloques qui sont organisés, mais de l'autre côté, oui, on a des villages, des opportunités, les consultations, oui, mais aujourd'hui, c'est une question sensible auquel la plus grande majorité de la population qui est la jeunesse doit aussi se prononcer. En tant que ministère de la Jeunesse, est-ce qu'il n'y a-t-il pas peut-être cette flexibilité d'orienter un peu la jeunesse? En tout cas, je vais retourner sur ma réflexion et dire je me réserve de parler en tant que ministère de la Jeunesse. Mais surtout au nom de son Excellence Madame la Ministre, oui. Parce que l'initiative, c'est elle qui a la vision du ministère et c'est elle qui a la vision de comment est-ce qu'elle oriente les jeunes, la vision globalisante. Ici, je ne parle que de manière précise de l'agenda jeunesse, pays et sécurité. Donc, c'est une partie, une portion dans le ministère de la jeunesse. Okay. Parler de l'éveil patriotique, c'est aussi parler de la paix, c'est vrai. C'est parler de tout ce qui est autour de la sécurité. Mais il y a une chose, c'est que le ministère peut-être pourra se prononcer par rapport à ça. Et je souhaiterais que si vous avez l'opportunité de rencontrer la ministre, que vous puissiez poser cette question directement et ça pourrait élucider ou éclairer un tout petit peu ce que vous attendez de moi, qui pour l'instant, je suis incapable d'engager les ministères par rapport à ça, vu que
l'excellence n'a pas encore donné une ligne par rapport à ça. Mais s'il y a quelque chose en rapport avec une activité qui se rapporte à ces sujets, de toutes les façons, on pourra en parler et en échanger prochainement. Merci Donc, beaucoup. restons ouverts Oui. par rapport à cette question, de manière à ce que s'il y a une initiative, on reviendra avec cette initiative et on en parlera. Une occasion pour moi de faire ces plaidoyers, hein, de demander au ministre, à la ministre bien sûr, l'excellence Grace Coutinho, qui peut venir nous répondre à cette question, parce qu'il y a pas mal de jeunes, il y a des millions de jeunes Congolais qui veulent savoir comment orienter, comment s'orienter, comment se prononcer à cette question hein, qui fait couler encre et salive dans la société congolaise. Alors madame, nous allons finir, mais il y a une toute dernière question. Comment vous voyez la jeunesse congolaise dans 2, 3, 4, 5 ans? La jeunesse congolaise, elle est merveilleuse. Ok. Déjà, je commence par reconnaître cette résilience et cette force qu'il y a dans la jeunesse congolaise. Vous savez, une jeunesse qui connaît 3 décennies de guerre, ça signifie que c'est un enfant qui naît et qui grandit, qui a 30 ans, dans une guerre. Et que l'on ait cette jeunesse forte, impliquée, engagée par exemple dans des questions les plus importantes du développement de la communauté aujourd'hui, c'est encourageant. Déjà, d'être jeune, mais de travailler également avec les jeunes et pour les jeunes. C'est très encourageant. Alors ce que je vois dans 5 ans, je me dirais aujourd'hui en tant que responsable de la résolution 2250, c'est de voir une jeunesse qui arrive à dire la résolution 2250, par exemple, n'était pas qu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une résolution qui a été contextualisée dans mon pays et qui m'a permis d'avoir une opportunité d'emploi, d'avoir une économie stable, d'avancer et de travailler sur les questions de paix ensemble avec ou en co-construction avec une génération qui a été de loin plus grande que moi. Et dans 5 ans, je suis en train, avec la montée des startups aujourd'hui, la montée d'engagement des jeunes, d'ailleurs, la preuve c'est que nous sommes tous jeunes dans cette salle. Justement. Oui, la montée de l'engagement des jeunes, je vois un Congo où les jeunes arrivent à décider pour le développement du pays, où les jeunes sont autour de la table, pas pour décorer la table, pas pour que l'on compte il y a eu combien de jeunes, mais ce sont des jeunes qui viennent avec des avis constructifs pour le pays et qui mènent un développement conséquent de notre pays. La RDC, on dit, je n'aime pas trop ces mots, la RDC est en train de décoller. Moi, je pense que la RDC a décollé depuis, parce que sinon, on ne serait plus ce qu'on est. Au travers de cette résilience des jeunes, au travers de cette résilience communautaire, beaucoup de communautés, beaucoup d'autres familles se sont vues décimées, mais les petites personnes, les seules personnes qui sont restées de ces communautés, de ces familles, se sont relevées et ont maintenu le Congo au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Alors je vois un Congo où les tribalismes n'est pas cité. Je vois un Congo où l'unité nationale fait vivre la jeunesse. Je vois un Congo où la question de l'économie sociale est portée par la jeunesse. Je vois un Congo où les jeunes se sont appliqués à reconstruire, par exemple, les frontières de la République démocratique du Congo et veillent à cela. Et c'est là qu'on parle de l'éveil patriotique effectif, l'amour de sa patrie. Et c'est ce que je vois. Peut-être dans 5 ans, je ne serai plus appelée à être jeune, mais je serai contente de savoir que la génération d'après moi ou la génération avec laquelle je suis en train de partager ces moments est à mesure d'amener la question que nous avons commencé comme plaidoyer à l'effectivité de sa mise en œuvre. La jeunesse congolaise est appelée à rester résiliente, à rester forte, parce que l'avenir, le développement et la sécurité de la RDC en dépendent.
Alors, mesdames, messieurs, c'était tout dans ce nouveau numéro de Le vrai débat de la jeunesse. Vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci et restez fidèles à tout ce que nous proposons comme programme parce que la cause de la jeunesse congolaise doit être mise en exergue pour tous. Alors, merci beaucoup, Madame Anna Jackie. C'est moi qui vous remercie, messieurs.